Il y a des hommes qui sourient, comme s'ils avaient tout oublié, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais cessé de compter les blessures. À 62 ans, Johnny Depp ne raconte pas. Il laisse tomber une phrase, une seule. Et derrière, tout se met à vibrer autrement. Parce que ce qu'il brise aujourd'hui, ce n'est pas un secret de plateau, ni une anecdote de tapis rouge. C'est une tension ancienne, presque honteuse, celle que personne n'avoue dans ce milieu, surtout quand on a été idolâtré, puis détruit, puis ressuscité. Johnny Depp a vécu plusieurs vies en une. L'acteur fétiche de Tim Burton, le pirate devenu franchise mondiale, la star qui faisait vendre un film par son seul nom. Puis l'homme au centre d'un conflit judiciaire planétaire, commenté comme un match, analysé comme un feuilleton. Ces dernières années, on a parlé de lui sans lui. On a disséqué ses silences, ses regards, ses photos, ses retours sur scène. Mais lui, justement, parlait peu. Alors pourquoi maintenant? Parce qu'à cet âge-là, quand on a traversé la gloire, le scandale et la solitude, il reste une chose qui ne vous lâche pas, la comparaison. Pas celle qu'on affiche, celle qu'on subit. Celle qui vous colle à la peau dès que vous entrez dans une pièce où un autre mythe est déjà là. Et cet autre, dans l'imaginaire américain et même mondial, c'est Brad Pitt. Brad Pitt, le visage classique, le héros évident, l'homme que Hollywood a su transformer en icône stable, traversant les décennies en gardant cette apparence de maîtrise. Depp, lui, a souvent été l'opposé, plus imprévisible, plus artiste maudit, plus fragile aux yeux du public, et parfois même plus attaqué. La rivalité dont il est question n'a jamais été un duel officiel. Aucun interview où l'un attaque l'autre. Aucun clash public. Et c'est précisément ce qui la rend fascinante. Une rivalité muette, faite de castings manqués, de rôles qui circulent, de couvertures de magazines qui comparent sans le dire, de producteurs qui opposent en souriant. Aujourd'hui, Johnny Depp laisse entendre qu'il sait, qu'il a toujours su, et qu'il en a payé le prix intérieurement. Une phrase, rapportée par un proche, résume l'état d'esprit. On m'a souvent demandé d'être l'autre, mais je n'ai jamais su jouer ce rôle-là. Dans cette histoire, il n'est pas seulement question de deux acteurs. Il est question de deux façons de survivre à la célébrité. Deux masculinités vendues au public. Deux mythologies fabriquées par la même machine, puis utilisées l'une contre l'autre. Et surtout, il est question d'un moment, celui où Depp décide de reprendre la narration. De dire ce qui n'a jamais été avouable dans une industrie où l'on prétend que tout est amitié, alors que tout est mesure, classement, concurrence. Alors qu'est-ce qui s'est bémette passé entre ces deux icônes derrière les sourires officiels? Pourquoi cette rivalité n'a-t-elle jamais été dite, mais toujours ressentie? Et qu'est-ce qui pousse Johnny Depp aujourd'hui à briser le silence au risque de rouvrir une guerre que personne ne voulait nommer? Chez Johnny Depp, la rivalité n'a jamais eu le goût d'un combat frontal. Elle ressemble plutôt à une sensation diffuse. Un frisson qui monte quand un nom est prononcé. Une microseconde d'arrêt, imperceptible pour les autres, mais très claire pour celui qui la vit. Brad Pitt n'a pas été l'ennemi. Il a été le miroir imposé. Le premier contact réel entre les deux hommes, celui qui compte, celui dont on se souvient, ne ressemble pas à une scène de film. Pas de poignée de main spectaculaire, pas de phrase qui claque. Juste un moment typiquement hollywoodien. Une soirée où tout le monde sourit, où chacun sait exactement ce qu'il doit dire, et où les regards pèsent plus lourd que les mots. À l'époque, Depp est déjà Johnny Depp. Le jeune acteur qui s'est échappé des catégories faciles. Celui qui a refusé d'être seulement beau gosse et qui a préféré s'abriter derrière des rôles cassés, excentriques, inquiétants. Brad Pitt, lui, est dans une autre trajectoire. La star sculptée par le système, l'évidence photogénique. L'homme que l'industrie a compris très tôt comment vendre, comment protéger, comment installer dans la durée. On peut vivre longtemps à Hollywood sans jamais se rencontrer. Mais on ne peut pas vivre longtemps sans être mis en comparaison. Et c'est là que tout commence. Un agent, un producteur, un journaliste, peu importe, qui pose la question comme on pose une banalité. Alors, tu as croisé Brad ? On le dit avec un sourire, comme si c'était une curiosité mondaine. Pourtant, derrière, il y a déjà un classement invisible, comme si l'un devait forcément occuper la place de l'autre, comme si la même case ne pouvait pas contenir deux mythes masculins. Le soir où ils se retrouvent dans la même pièce, Depp observe d'abord. C'est ce que racontent ceux qui l'ont vu dans ces contextes. Il parle peu, écoute, capte les détails. Brad Pitt, lui, a cette aisance tranquille. Il navigue comme quelqu'un qui connaît le plan de la salle avant d'y entrer.
Il serre des mains, il fait rire, il donne l'impression qu'il n'a rien à prouver. Et Depp, dans un coin, reçoit cette impression comme une gifle muette. Non pas parce qu'il déteste Pete, mais parce que cette facilité le renvoie à une question intime. Pourquoi moi, je ne sais pas faire ça? Pourquoi moi, je dois toujours passer par le masque, par la fuite, par l'excès ou la disparition? Ce qui frappe, c'est que la rivalité au départ n'est pas faite de haine, elle est faite de narration. Les deux hommes portent des histoires qu'Hollywood raconte à leur place. Brad Pitt est souvent présenté comme l'homme qui traverse tout en restant désiré, admirable, solide. Depp, lui, est l'artiste magnétique, plus risqué, plus instable, plus romanesque. Deux images qui se complètent, mais qui s'opposent dès que le système doit choisir qui incarnera l'homme de la décennie. C'est justement dans ces années-là que les mécanismes deviennent concrets. On parle de rôle, de script, de négociation. Des projets passent d'un bureau à l'autre, et parfois, sans même qu'ils se parlent, les deux noms se retrouvent sur la même liste. Les mêmes propositions, les mêmes fantasmes de producteurs. Il faut quelqu'un qui fasse rêver, mais qui tienne la route. Et là, le choix devient politique, il devient stratégie, il devient comparaison. Depp l'a vécu comme une tension silencieuse. Pas une compétition annoncée, plutôt une succession de petites piqûres. Des couvertures de magazines qui opposent les sex-symboles du moment. Des questions en interview, faussement innocentes. Vous vous sentez proche de Brad Pitt, de cette génération? Et la réponse, quoi qu'elle soit, est piégée. Si Depp s'en amuse, on dit qu'il est jaloux. S'il esquive, on dit qu'il est arrogant. S'il répond sérieusement, on dit qu'il se compare. Dans ce genre de soirée où ils se croisent, ils échangent quelques mots, rien de spectaculaire, des phrases de politesse, des banalités de circonstances. Et c'est ça précisément qui alimente le mythe, l'absence de conflit visible. Parce que plus c'est calme, plus les autres projettent. Les autres inventent la rivalité à partir de la moindre distance. Ce que Depp comprend très tôt, c'est que la rivalité ne se joue pas entre eux, mais autour d'eux. Dans les couloirs, dans les studios, dans les conversations d'agents. Pitt est le nom qui rassure, Depp est le nom qui intrigue. Et Hollywood adore opposer celui qui rassure à celui qui intrigue, comme s'il fallait forcément un gagnant. Des années plus tard, un proche dira que Depp revenait souvent à cette idée. Ce n'était pas Brad, c'était ce qu'on faisait de Brad face à moi. Autrement dit, la rivalité n'était pas un duel personnel, c'était une comparaison imposée, répétée, installée jusqu'à devenir une blessure intime. Et dans l'ombre de cette première rencontre, un détail revient. Le sentiment que dès le début, Depp a perçu une chose que personne n'ose formuler dans cette industrie. On ne vous juge pas seulement sur votre talent. On vous juge sur votre capacité à rester présentable dans le récit collectif. Brad Pitt semblait né pour ça. Depp, lui, avait déjà choisi d'être ailleurs. Il y a un moment dans la vie d'un acteur où la célébrité cesse d'être une conséquence et devient un rôle à part entière. Pour Johnny Depp comme pour Brad Pitt, les années de gloire ne sont pas seulement une période de succès. Ce sont des années où Hollywood fabrique deux mythes masculins en parallèle et les place presque mécaniquement sur la même étagère. Au milieu des années 1990 et au début des années 2000, tout s'accélère. Depp consolide son image d'acteur singulier, plus qu'un leading man, une présence. Il choisit des personnages souvent bancals, marginalisés ou volontairement décalés. Sa filmographie devient une signature, l'homme qui ne se laisse pas avaler par le moule. Et quand il rencontre Tim Burton, l'association se transforme en identité artistique. Edward Scissorhands, puis plus tard Sleepy Hollow, et cette impression que Depp incarne une étrangeté élégante que le grand public apprend à aimer. Brad Pitt, de son côté, avance sur une ligne différente, plus classique en apparence, mais pas moins stratégique. Il devient l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma américain. Il alterne les rôles de stars et les rôles qui crédibilisent, des films populaires, puis des choix plus auteurs. Pitt est le symbole de l'acteur qui sait occuper le centre sans paraître prisonnier de l'image. Et c'est là que la rivalité muette se densifie. Parce que la gloire, dans ces années-là, ne se mesure pas seulement au box-office. Elle se mesure aussi à l'occupation médiatique, aux couvertures, au classement, à ces listes absurdes mais puissantes, l'homme le plus sexy, l'acteur le plus bankable, la star de l'année. Et dans cet espace, Depp et Pitt se retrouvent constamment côte à côte, comme s'ils formaient une paire évidente. Deux options pour incarner la même fantasmatique. L'homme désiré par tous,
mais racontée différemment. Depp devient, à la surprise de certains, une star mondiale au moment où il endosse un masque. Littéralement. Pirates des Caraïbes transforme Jack Sparrow en phénomène culturel. Un personnage excessif, imprévisible, devenu iconique. Le succès est gigantesque, presque écrasant. Et Depp, soudain, n'est plus seulement l'acteur cool des années 90, il est une marque planétaire. À ce niveau, tout change. Les studios ne vous regardent plus comme un artiste, ils vous regardent comme une assurance. Brad Pitt, lui, incarne une autre forme de puissance, moins personnage et plus présence. Il traverse des projets ambitieux, se réinvente et installe l'idée qu'il peut tout jouer sans perdre son aura. Son image publique se construit sur une stabilité apparente, même quand sa carrière explore des terrains variés. Il reste, quoi qu'il fasse, Brad Pitt, une constante. Et voilà comment naît la comparaison la plus toxique. La comparaison entre l'homme qui devient un personnage et l'homme qui reste lui-même. Dans les dîners, dans les réunions, dans les studios, des phrases circulent. Elles ne sont pas forcément prononcées devant eux, mais elles existent. Pitt, c'est plus simple. Depp, c'est génial, mais risqué. Pitt, il assure l'image. Depp, il est imprévisible. Et à force d'être répétées, ces phrases deviennent des verdicts. L'industrie adore cataloguer. Et quand elle catalogue, elle oppose. Depp, dans ses années de gloire, a un double mouvement. Il est partout, et pourtant il cherche à disparaître. Il se protège derrière l'excentricité, derrière le maquillage, derrière les collaborations, comme s'il refusait l'idée d'être un homme que l'on consomme. Brad Pitt, au contraire, semble maîtriser l'art d'être une star sans se laisser dévorer publiquement. Du moins, c'est l'impression qu'il renvoie. Mais l'impression n'est pas la vérité. Ce qui est certain, c'est que la réussite des deux hommes alimente une sorte de compétition silencieuse dans l'imaginaire collectif. Les fans comparent, les médias comparent, les marques comparent, les studios comparent. Et ce jeu-là, même si vous prétendez vous en moquer, vous finit toujours par vous atteindre. Parce que c'est un jeu qui vous vole votre singularité. Dans ces années, Johnny Depp entend des choses. On lui rapporte des commentaires, on lui glisse des comparaisons comme des compliments. Tu es comme Brad, mais plus artiste. Ou l'inverse. Brad, c'est la classe, toi, c'est le chaos. On croit le flatter, mais on l'enferme. Et Depp, lui, est précisément l'homme qui déteste les cages. Il y a aussi un autre facteur, la perception de la respectabilité. Pitt, à travers ses choix de carrière et son image, est souvent perçu comme plus acceptable pour le grand public, plus facile à vendre sans frottement. Depp, même au sommet, garde ce parfum de danger. Et Hollywood, même quand il adore le danger, préfère le contrôler. C'est ainsi que les années de gloire deviennent, paradoxalement, le terrain où la fissure se prépare. Parce que plus vous montez haut, plus la chute possible devient un spectacle. Et dans un système qui adore les récits, il y a toujours cette tentation cruelle. Regardez lequel des deux mythes tiendra le plus longtemps. Il suffit parfois d'un détail pour que la gloire perde son vernis. Pas un scandale, pas encore. Plutôt une sensation. L'air devient plus lourd, les sourires plus prudents, les compliments plus calculés. Et pour Johnny Depp, les fissures ne commencent pas le jour où le public se retourne contre lui. Elles commencent plutôt quand il comprend que la machine qu'il a portée peut aussi le broyer. Au sommet, tout le monde vous dit oui. Mais alors, ce oui n'est pas une preuve d'amour, c'est souvent une preuve d'intérêt. Pourtant, on s'y habitue. Et le jour où un oui se transforme en « on va réfléchir », l'ego entend une menace. La carrière, elle, entend une alerte. Dans les années qui suivent l'explosion Pirates des Caraïbes, Johnny Depp devient paradoxalement prisonnier de sa propre puissance. Plus il est bankable, plus on attend de lui qu'il reste cohérent. On lui pardonne l'étrangeté tant qu'elle rapporte. On lui pardonne l'excès tant qu'il le transforme en personnage. Mais l'homme derrière le personnage, lui, commence à payer. Et là, Brad Pitt réapparaît dans le récit non pas comme un adversaire frontal, mais comme un point de comparaison permanent. Ce n'est pas Brad qui pousse la fissure. C'est le monde qui murmure. Regarde comme lui, il traverse les années sans tomber. Ce murmure-là est toxique, parce qu'il suggère une faute intime. Si tu souffres, c'est que tu n'as pas su gérer. Mais alors, gérer quoi? Une vie sous microscope. Une industrie qui vous veut disponible, souriant, stable. Une presse qui construit des héros et qui un jour s'ennuie de les admirer. Pour Depp, les fissures se logent d'abord dans la perception. Les questions changent. Les interviews glissent doucement. On parle moins du travail, plus de la vie privée. On ne lui demande plus « Comment avez-vous construit ce personnage ?» mais « Comment allez-vous vraiment ?» Et quand un acteur comme Depp répond de manière floue,
En artiste, on commence à appeler ça instabilité. Pourtant, au même moment, Brad Pitt consolide une image différente, celle d'un homme qui sait rebondir. Il travaille, il produit, il se repositionne. Il occupe une place où l'on admire la maîtrise. Et la comparaison devient presque cruelle. Pitt, c'est la continuité. Depp, c'est l'imprévisible. Ce soir-là, dans une conversation anodine, rapportée par un proche, Depp aurait lâché, sans agressivité. C'est fascinant, non? On pardonne au Golden Boy ce qu'on ne pardonne pas au reste. Il ne cite pas forcément Pitt. Il parle d'une catégorie. Mais tout le monde comprend. Car la rivalité muette se nourrit de cette sensation. À talent égal ou à génie perçu différent, les règles ne sont pas les mêmes. On ne surveille pas les deux hommes de la même façon. On n'attend pas d'eux la même bonne conduite. Pitt est souvent raconté comme l'homme qui traverse les tempêtes, Depp comme l'homme qui les attire. Et puis il y a les rumeurs, les petites phrases, les insinuations. Rien n'est toujours vérifiable, mais l'effet est réel. On commence à entendre « il est compliqué »,« il est fatigué »,« il arrive en retard »,« il est trop entouré ». À Hollywood, ces murmures font plus de dégâts qu'un article frontal, parce qu'ils s'installent comme une évidence. Mais alors, comment réagit Depp? Il se replie, il se protège encore davantage par l'artifice. Il s'accroche à ce qu'il sait faire, transformer sa fragilité en création. Pourtant, l'industrie ne lit pas la fragilité comme une matière artistique. Elle la lit comme un risque financier. Et quand vous devenez un risque, les portes s'ouvrent moins vite. On vous teste, on vous surveille. Pitt, lui, semble suivre l'autre route. Moins de flamboyance, plus de contrôle. Même lorsque sa vie personnelle fait la une, le récit médiatique a tendance à lui laisser une place de dignité, de réinvention. Chez Depp, la même exposition devient un procès moral. Et cette différence, Depp la voit, il la sent, il la rumine. Pourtant, ce n'est pas encore la chute, ce n'est que la fissure. La fissure, c'est ce moment où vous comprenez que le regard sur vous n'est plus un regard d'admiration, mais un regard d'attente. On attend votre faux pas, on attend votre excès, on attend votre erreur. Et plus vous sentez cette attente, plus vous vous raidissez, plus vous devenez exactement ce que l'on redoute. Dans ce climat, la rivalité avec Pitt devient presque un symbole. Pas un conflit personnel, mais une comparaison institutionnalisée. Depp n'est pas contre Pitt. Il est contre l'idée qu'un homme puisse être sanctuarisé tandis qu'un autre est exposé. Et à ce stade, la question n'est plus qui est le meilleur acteur, la question devient qui a le droit de rester un mythe. La crise chez Johnny Depp n'arrive pas comme une explosion unique. Elle ressemble plutôt à une digue qui cède. D'abord une fuite, puis une autre, et un jour, l'eau passe partout. À ce moment-là, ce n'est plus seulement une carrière qui vacille, c'est une identité publique qui se fissure devant des millions de témoins. Mais alors, qu'est-ce qui rompt exactement? Ce n'est pas uniquement un film qui marche moins bien. Ce n'est pas seulement une mauvaise presse. La rupture, c'est l'instant où l'homme n'a plus le contrôle du récit, où il devient un sujet, un dossier, un cas. Et ce basculement pour Depp prend une dimension mondiale au milieu des années 2010, quand sa vie privée se transforme en matière médiatique continue, puis en bataille judiciaire surexposée. Le silence d'abord est sa première stratégie. Ne pas répondre, laisser passer. Comme si le temps allait dissoudre la violence des accusations, des titres, des rumeurs. Pourtant, dans l'ère des réseaux et de la culture du commentaire, le silence n'est plus neutre. Il devient interprétation. Il devient soupçon. Et là, la rivalité avec Brad Pitt, même si elle ne porte pas sur les faits, revient comme un spectre dans la perception du public. Parce qu'au même moment, Pitt traverse lui aussi une tempête médiatique, notamment autour de sa séparation avec Angelina Jolie, très commentée, très narrative. Mais les deux tempêtes ne sont pas racontées de la même façon. Chez Pitt, l'histoire est souvent traitée comme une tragédie de couple, une rupture de conte moderne. Chez Depp, elle devient une affaire morale, presque un procès social. Mais alors, pourquoi cette différence est-elle si douloureuse pour Depp? Parce que dans sa tête, elle confirme ce qu'il a toujours soupçonné. Certains sont protégés par le système, d'autres sont livrés au public. Et cette impression, qu'elle soit juste ou non, est ravageuse. Elle nourrit une colère sourde, mais aussi une honte. La honte d'être celui qu'on pointe, celui qui doit se justifier, celui dont la moindre photo devient un indice. La crise atteint son sommet lorsque la justice s'en mêle et que l'histoire quitte le terrain du privé pour entrer dans celui des institutions,
des témoignages, des documents, des images diffusées en boucle. À partir de là, Depp n'est plus seulement un acteur, il devient un objet de débat mondial. On commande son visage, sa voix, son attitude. On juge ses silences, ses larmes, ses sourires. Et dans ce théâtre, la célébrité ne vous protège pas, elle vous expose. Ce soir-là, dans une phrase qui aurait été confiée à un proche, à demi-mot, Depp aurait dit « Je n'ai pas perdu seulement des rôles, j'ai perdu le droit d'être complexe ». C'est une phrase lourde, parce qu'elle dit l'essentiel. Une star comme Depp a longtemps été adorée pour son ambiguïté, pour ses zones d'ombre. Mais dès que l'ombre devient inquiétante, l'industrie se retire. L'ambiguïté, soudain, n'est plus artistique, elle devient dangereuse. La rupture, concrètement, se traduit par des conséquences professionnelles visibles. Des studios s'éloignent, des contrats se fragilisent, des projets se réécrivent sans lui. Et l'acteur, qui autrefois choisissait ses rôles, se retrouve à devoir se justifier pour les mériter. C'est le renversement le plus violent à Hollywood, passer du statut de mythe intouchable à celui d'homme à risque. Pourtant, ce qui est le plus insupportable, c'est l'impression d'injustice narrative. Là encore, Pitt est dans l'arrière-plan comme un point fixe. Non pas parce qu'il aurait quoi que ce soit à voir avec la chute de Depp, mais parce que l'image de Pitt incarne, aux yeux de Depp, une autre issue possible, traverser une crise sans être effacée. Et c'est précisément là que la rivalité jamais avouée prend un sens plus intime. Elle n'est plus une compétition de gloire, elle devient une comparaison de survie. Depp, pendant cette période, s'accroche à ce qui lui reste, la création, la musique, parfois l'exil symbolique hors d'Hollywood. Il donne l'impression d'un homme qui se retire pour ne pas être dévoré. Mais Hollywood interprète souvent le retrait comme un aveu de faiblesse, et la presse, elle, adore les récits de chute. Un héros qui tombe est plus intéressant qu'un héros qui travaille. La crise a aussi un effet intérieur, plus silencieux. Elle transforme le regard de Depp sur lui-même. Quand le monde vous répète que vous êtes un problème, vous finissez par le croire un peu. Même si vous vous défendez, même si vous vous battez, c'est ça la violence de la célébrité renversée. Elle colonise votre identité. Et au milieu de cette tempête, une pensée revient, presque obsessionnelle. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi certains traversent-ils le feu en gardant leur statut, tandis que d'autres sortent du feu brûlés au point de ne plus être reconnus? C'est cette question qui prépare la suite. Car après la tempête, il y a toujours un paysage différent. Et pour Depp, l'après n'est pas une simple reconstruction. C'est un autre monde. Un monde où il doit réapprendre à exister sans la protection du mythe. Après la crise, il ne reste pas un retour, il reste un après. Et l'après pour Johnny Depp ressemble moins à une renaissance hollywoodienne qu'à une convalescence. Une période où l'on ne cherche plus à briller, mais à tenir. À reconstruire quelque chose de stable dans un monde qui, pendant des années, a pris plaisir à le voir vaciller. Mais alors, comment vit-on quand on a été une icône et que l'on redevient un homme discuté, contesté, disséqué? Depp avance à pas mesurés. Il accepte des projets qui ne ressemblent pas toujours à l'ancienne époque. Il s'éloigne des grands mécanismes de studio, comme si la machine elle-même était devenue suspecte. Il se rapproche de l'Europe, d'une autre façon de faire du cinéma, d'une autre façon de raconter. Et surtout, il revient à ce qu'il a toujours été sous la star, un artiste qui préfère les marges au centre. Dans ce paysage, la musique prend une place particulière, pas comme un hobby de célébrité, mais comme une respiration. Sur scène, il retrouve quelque chose que le cinéma, dans les années de scandale, lui a retiré, le contrôle du rythme. Sur scène, on ne découpe pas vos silences en extraits viraux. On ne vous juge pas sur une micro-expression en gros plan. On vous écoute ou on ne vous écoute pas. Et pour Depp, cette simplicité devient presque thérapeutique. Pourtant, il ne s'agit pas d'une fuite. C'est plutôt une stratégie de survie. L'après-tempête impose une question brutale. Qu'est-ce qui reste quand l'image est abîmée? Il reste le travail, oui, mais il reste aussi une fatigue morale, une méfiance, une prudence. Un proche dira un jour que Depp, dans ces années-là, ne supportait plus certaines conversations mondaines. Il ne voulait plus des soirées où l'on fait semblant d'oublier ce qui s'est passé. Il ne voulait plus des sourires qui signifient « on t'a retrouvé, mais on n'est pas sûr ». Il aurait lâché un soir avec une ironie amère « il me parle comme à un survivant. Je suis encore vivant, oui, mais ce n'est pas un compliment ». Et c'est là que Brad Pitt réapparaît, encore une fois, dans l'ombre de ce récit. Pitt, lui, continue. Il produit, il joue,
il reste un nom que l'industrie prononce avec confort. Il traverse ses propres difficultés, mais il demeure intégré. Pour Depp, cette différence prend alors une forme plus tranchante. L'un est resté dans le système, l'autre a été repoussé vers l'extérieur. Mais alors, est-ce vraiment une injustice ou une conséquence de choix différents? C'est précisément ce qui rend l'histoire complexe. Depp n'a jamais voulu être un produit lisse. Il a toujours revendiqué l'étrangeté, l'inadaptation, parfois même une forme de sabotage esthétique. Se défigurer pour un rôle, s'effacer derrière un personnage, refuser la posture du héros classique. Pitt, au contraire, a souvent su jouer avec son image sans la casser entièrement. Il a pris des risques, oui, mais en gardant cette lisibilité hollywoodienne, celle d'un acteur capable d'être audacieux sans devenir ingérable aux yeux du système. Depp, dans l'après, semble comprendre une chose. À Hollywood, l'art ne suffit pas à vous sauver. Il faut aussi être administrable, prévisible, rentable. Et quand une controverse vous colle à la peau, vous devenez difficile à vendre, peu importe votre talent. Alors, il reconstruit autrement. Il choisit des environnements plus contrôlés. Il s'entoure différemment. Il fait attention à ce qu'il dit, mais aussi à ce qu'il ne dit pas. Car l'après-tempête est aussi un territoire d'interprétation. Le moindre mot peut relancer la machine. Et quand on a été brûlé, on évite les étincelles. Pourtant, certains signes montrent qu'il reprend progressivement une forme de confiance. Pas une arrogance, plutôt une tranquillité nouvelle, celle d'un homme qui n'a plus grand-chose à perdre dans l'arène médiatique. C'est paradoxal. Plus vous tombez, plus vous apprenez à vous détacher. Depp, dans l'après, n'a plus la même dépendance à l'approbation. Il sait ce que ça coûte. Il y a aussi l'étrange retour du public. Une partie le soutient, une partie le rejette, une partie hésite. Mais ce qui change, c'est que Depp cesse d'essayer de convaincre tout le monde. Il travaille pour retrouver une cohérence personnelle, pas un consensus. Et puis il y a les mots. Ceux qu'il lâche parfois, dans des interviews, dans des fragments, comme s'il testait la possibilité d'une vérité plus directe. Il ne cherche pas la vengeance, il cherche une forme de reprise du récit. Il comprend que s'il ne parle pas, d'autres parleront pour lui. Alors il parle un peu, juste assez. Dans cette phase, la rivalité avec Pitt, si on continue de l'appeler ainsi, devient une comparaison presque philosophique. Deux hommes, deux trajectoires, deux manières de survivre au même système. L'un reste dans l'image d'une continuité, l'autre se reconstruit dans l'écart. Et c'est exactement cet écart qui prépare la révélation. Parce qu'à force de se taire, Depp a accumulé quelque chose, pas seulement des souvenirs, mais une lecture du système, une conviction intime sur la façon dont Hollywood fabrique ses bons garçons et ses problèmes. Et à 62 ans, après avoir été brisé puis relevé, il semble prêt à dire ce qu'il n'a jamais dit. Non pas sur Pitt l'homme, mais sur Pitt comme symbole. Sur cette comparaison imposée qu'il a poursuivie pendant des décennies. Il y a un moment où l'on ne se défend plus. On explique. Et Johnny Depp, à 62 ans, choisit enfin ce registre-là. Pas pour régler des comptes, pas pour se donner le beau rôle, mais pour nommer une mécanique qu'il a longtemps portée en silence. Cette rivalité jamais avouée avec Brad Pitt, non pas comme une guerre d'ego, mais comme une pression fabriquée, entretien, presque organisé. Il le dit avec des mots simples, et c'est justement ce qui surprend. Il ne cherche pas les faits, il cherche la précision. Un proche raconte qu'il a commencé par une phrase courte, presque froide. Ce n'était pas Brad au fond, c'était ce qu'il faisait de Brad. Pause. Puis il a repris. Ils avaient besoin d'un étalon, d'un modèle stable. Et quand tu n'entres pas dedans, tu deviens l'autre. L'autre. Le mot est lourd, parce qu'il résume 30 ans d'industrie. Depp ne décrit pas Pitt comme un adversaire personnel. Il refuse même l'idée d'une haine. Au contraire, il insiste sur une forme de respect, presque embarrassé. Brad a toujours été professionnel, poli, normal. Et là, il s'arrête, comme si normal était à la fois un compliment et une condamnation. Vous savez ce que ça veut dire, normal, à Hollywood? Ça veut dire facile à raconter. Dans cette révélation, l'essentiel n'est pas ce qu'il dit de Pitt, mais ce qu'il dit du système. Depp explique que, très tôt, il a compris que l'industrie fonctionne par contraste. Elle ne vend pas des individus, elle vend des récits opposés. Le stable et l'instable, le rassurant et le risqué, le golden boy et le génie incontrôlable. Et Pitt, selon lui, a été placé parfois malgré lui du côté du récit rassurant. On me faisait sentir que je n'étais pas l'option sécurisée.
même quand j'apportais des chiffres, même quand je portais un film. Pause. Brad, lui, c'était l'assurance. Pas parce qu'il était meilleur, parce qu'il était lisible. Ce mot revient. Lisible. Depp le prononce comme une vérité amère. Parce que lui, justement, a toujours cherché l'illisible, le trouble, la nuance, l'angle mort. Et ce choix artistique, il le réalise tard, a aussi été interprété comme un défaut humain. Quand tout a commencé à s'écrouler, j'ai vu quelque chose de très clair. On pardonne plus facilement à celui qu'on a décidé d'aimer proprement. Il marque un silence. Moi, on ne m'a jamais aimé proprement. On m'a aimé intensément. Et l'intensité, ça se retourne vite. Ce passage-là, dans le ton, change tout. On n'est plus dans l'anecdote. On est dans la confession d'un homme qui a vécu l'admiration comme un contrat fragile. Depp raconte aussi ces phrases qu'on lui aurait dites pour l'aider et qui en réalité le réduisaient. Des gens, très gentils, venaient et me disaient « Sois plus simple, sois plus Brad ». Il sourit, mais le sourire est sans joie, comme si je pouvais, comme si c'était un bouton. Et là, il nomme enfin le point le plus intime. La rivalité n'était pas la jalousie d'un acteur envers un autre. C'était la douleur d'être renvoyé à une impossibilité. J'ai passé des années à croire que si je travaillais plus, si je faisais mieux, ça suffirait. Mais ce n'était pas une question de travail, c'était une question de récit. Long silence. Et le récit, il l'avait déjà écrit. Cette phrase dans une voix off fait presque peur, parce qu'elle suggère que dans ce monde, vous ne contrôlez pas votre histoire, vous la louez. Et un jour, on vous retire le bail. Depp ne cherche pas à salir Pete. Au contraire, il le décharge presque. Je ne lui en veux pas. Je lui en veux d'être devenu un standard humain. Personne ne devrait être un standard. Pause. Ce n'est pas sa faute si on s'en sert comme d'une règle. Ce qu'il brise ici, c'est l'hypocrisie élégante d'Hollywood. L'idée que les stars ne se comparent pas, ne se mesurent pas, ne se classent pas. Il dit l'inverse. Il dit que tout est classement et que certains classements vous collent à la peau jusqu'à vous abîmer. Et il conclut, d'une voix plus basse, avec une phrase qui ressemble à une libération. À mon âge, je peux le dire, je n'ai jamais voulu gagner contre lui. J'ai voulu qu'on arrête de me perdre contre lui. C'est là la révélation. Pas un scandale, une vérité lente, une vérité sur les mécanismes et sur une douleur silencieuse. Être transformé en contre-exemple pendant des décennies, puis regarder l'autre intact servir de maître étalon à toute une industrie. Après une révélation, il y a souvent une tentation. Conclure, trancher, distribuer des rôles. Le coupable, la victime, le gagnant, le perdant. Mais la vie de Johnny Depp ne supporte pas ce type de découpage. Et sa rivalité jamais avouée avec Brad Pitt, telle qu'il la formule à 62 ans, n'est pas une fin de film. C'est une mise au point tardive, une façon de remettre l'histoire à sa place. Ce qu'il dit au fond, c'est ceci. On peut être deux icônes, deux trajectoires, deux visages de la même époque, sans jamais s'être réellement affrontés. Le conflit n'était pas entre eux, il était autour d'eux. Et c'est peut-être ce qui fait le plus mal, réaliser que l'on a porté pendant des années une tension qui ne vous appartenait qu'à moitié. Dans les jours qui suivent cette prise de parole, l'industrie réagit comme elle le fait toujours, avec prudence. Quelques phrases ici et là, des interprétations, des sources proches. On cherche un angle, on veut savoir si Pete va répondre. Et comme souvent, Pete ne répond pas. Ce silence-là, chez lui, est une continuité. Il entretient l'idée d'un homme qui ne se laisse pas aspirer par le commentaire. Depp, lui, ne cherche pas à provoquer une réponse. On sent même à travers la manière dont il parle qu'il n'attend plus rien de ce duel imaginaire. Il ne veut pas une réplique. Il veut simplement que, pour une fois, la comparaison cesse d'être un verdict. Car l'épilogue n'est pas une scène finale. C'est une respiration. Johnny Depp n'a plus l'âge et surtout plus l'envie de jouer la course au statut. Ce qu'il semble vouloir protéger désormais, c'est quelque chose de plus fragile et de plus précieux, sa propre cohérence. Être capable de se regarder sans être constamment évalué à travers un autre homme. Comprendre que l'on peut être un mythe abîmé sans être un mythe raté. Il y a dans sa parole une fatigue, mais aussi une lucidité. Comme s'il disait « J'ai cru que la rivalité était une question d'homme. J'ai compris que c'était une question de récit. » Et quand on arrive à cette conclusion, la colère perd un peu de son carburant. Elle devient presque une forme de paix. Alors, que reste-t-il de Brad Pitt dans tout ça? Probablement ce que Depp lui-même suggère, un symbole plus qu'un personnage. Pitt représente une image de stabilité qui rassure l'industrie,
Depp représente une image de trouble qui fascine, puis effraie. Deux pôles nécessaires à Hollywood, parce qu'Hollywood a besoin de simplifier l'humain pour le vendre. Le problème, c'est quand ces simplifications deviennent des prisons. L'épilogue, c'est aussi la question du temps. À 62 ans, Depp ne cherche plus à être le premier, il cherche à être juste. Et cette justesse se voit dans la manière dont il refuse de salir l'autre pour se réhabiliter. Il ne dit pas « Pitt m'a détruit », il dit « On m'a mesuré à lui et cela m'a abîmé ». La nuance est immense, et elle est rare dans un paysage médiatique qui préfère les combats aux nuances. Dans cette histoire, il n'y a pas de victoire spectaculaire. Il y a un homme qui se réapproprie son récit, qui reprend la parole, non pas pour faire du bruit, mais pour arrêter un bruit intérieur. Et peut-être que le vrai épilogue se trouve là, dans l'idée que la célébrité, au fond, est une lutte contre la réduction, contre l'étiquette, contre le rôle que le public vous attribue. Depp a longtemps été réduit à l'excentrique, au fragile, au problème. Pitt, longtemps réduit au golden boy, au stable, au modèle. Deux cages différentes, deux cages quand même. Ce qui change, c'est que Depp, aujourd'hui, semble accepter une forme de sortie, ne plus vouloir être compris par tout le monde, ne plus vouloir être aimé proprement, ne plus vouloir être pardonné par un système. Il veut simplement exister sans demander la permission. Et dans un dernier mouvement, presque silencieux, il y a quelque chose d'émouvant. Cette révélation ne réécrit pas le passé, elle ne répare pas tout, mais elle allège, elle retire un poids de la poitrine, elle transforme une rivalité fantasmée en constat humain. On ne souffre pas seulement de ce qu'on vit, on souffre aussi de ce qu'on nous compare. Et puis, l'histoire se referme sans fracas, pas sur un tapis rouge, pas sur une phrase choc, sur une forme d'apaisement comme un souffle.